On lui avait parlé il y a quelques semaines et maintenant on a le plaisir de le recevoir en studio. Alex Tagliani, également Régis Junior Courtemanche, les deux pilotes que vous pourrez voir entre autres en action du côté de l'autodrome Chaudière. En fin de semaine. Et voilà, donc ils sont avec nous en studio. Bonsoir les gars. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous autres aussi, il y a de l'énergie pareil. Ça paraît pas que ça fait le 12e média qui rencontre aujourd'hui. Oui, grosse journée les boys. Grosse journée de médias. On essaye de se faire rire parce que température plate comme ça, c'est dommage. On a hâte que le soleil sorte pour avoir un bon week-end puis pour que les amateurs aient du plaisir en fin de semaine à l'autodrome Chaudière. Hey, je veux qu'on revienne avec toi, Alex, tout d'abord sur ta performance aux 500 000 d'Indianapolis. On parle d'une 13e place. Est-ce que tu étais satisfait? Ben écoute, j'étais satisfait compte tenu des circonstances. Une équipe qui a mis une deuxième voiture avec une équipe de temporaire finalement, de mécaniciens, d'ingénieurs. Ils ont fait un super bon travail, ils m'ont donné une bonne auto. Dans la journée du vendredi, Carburation Day, on était 8e, puis on avait une super bonne bagnole. Puis en course, quelques petites gaffes qui ont refait surface pour toutes sortes de raisons. Et on n'a pas vraiment exploité la voiture comme on aurait dû. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu mieux faire. Puis en fin de course, la stratégie aussi avec un peu de recul. C'est toujours facile de juger avec du recul, mais avec un peu de recul, de rentrer au puits comme ça puis de perdre la tête, je pense qu'on aurait dû risquer. C'est les 500 000, t'as rien à perdre. Puis je pense que ça aurait fonctionné avec le drapeau rouge. Alors, écoute, c'est mieux que si on n'avait pas fini puis on avait eu un accident. On a ramené la voiture, tu crées des bonnes relations avec une équipe qui t'a donné un volant comme ça pour les 500 000. Puis comme je te dis, c'est toujours spécial d'être aux 500 000. Ray était là, il l'a vécu pour la première fois. Ça te donne des frissons. Est-ce qu'on prend toujours ça justement comme un privilège de pouvoir participer à cette course-là qui est de renommée mondiale? Faut que tu te sentes privilégié, honoré, puis il faut que tu abordes la piste ou la course avec un énorme respect. Tu peux pas aller là puis vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis ton pilotage doit refléter d'être extrêmement respectueux de ce que les 500 000 d'Indianapolis représentent, autant pour un pilote que pour un amateur qui est venu supporter la course depuis 100 ans. T'sais. Toi, Ray, justement, c'était ta première participation. Comment tu as vécu l'expérience? Ben sérieusement, quand tu arrives dans la ligne de départ, là, puis tout le monde est là, les familles, les équipiers, tous les gens qui travaillent ces voitures. Je vous raconte ça, j'ai des frissons. Hein, fait que tu vois tous les gens qui sont autour de la piste, il y a près de 500 000 personnes. C'est l'événement qui attire presque le plus de monde assise dans le monde entier. Fait que c'est sûr que c'est incroyable de voir autant de gens au même endroit. Puis de voir toutes les émotions que les gens dégagent, c'est incroyable, ça s'explique pas. Faut vraiment... Puis on a été à plusieurs événements, puis celle-là, j'en parle, puis comme je t'ai dit tantôt, les frissons te montent tout de suite, aussitôt que tu te mets à parler de l'émotion que tu vis là, c'est fou. Hein. Ça fait longtemps que tu es dans le monde de la course, fait que pour toi, c'était vraiment la réalisation d'un rêve ou pas loin? Ouais, ben c'est sûr que je suis allé dans des circuits, exemple comme au Daytona, je suis allé à Bristol, tout ça, mais le 500 000, sérieusement, c'est inexplicable tellement qu'il y a de l'émotion dans l'air, l'atmosphère, les gens qui campent sur le site, la vie, les gens ils vivent sur le site presque pendant une semaine de temps, là, fait que c'est fou. Là, on dirait presque un aura au-dessus de ce circuit-là. Ouais, vraiment, là, c'est incroyable. Puis là, tu vois les pilotes qui échangent avec leurs équipiers, la famille, tout ça avant le départ, puis toutes les présentations qu'ils font, les hymnes nationales, les chansons, toute l'inauguration qui en entoure de ça, c'est... Je vous le jure, il faut que vous vivez ça au moins une fois dans votre vie. Pour les amateurs de course, je pense que c'est un voyage à faire au moins une fois, comme tu dis. Vraiment, faut pas manquer ça. Alex, le week-end dernier, tu as obtenu un deuxième top 5 consécutif en catégorie Prototype Challenge. Satisfait des derniers résultats? Pas pire. Je te dirais que en fin de semaine du Kansas, on avait une bagnole probablement pour remporter l'épreuve. Ça joue pas mal brasse camarade dans cette série-là. Puis on s'est fait sortir dans la pelouse qui était mouillée parce qu'il n'y a plus la veille. Et puis ça a pris quelques tours pour récupérer, pour nettoyer les pneus. Et je me suis mis à l'attaque, mais c'était comme une course sprint de 45 minutes. Donc on a fait le meilleur temps en course, on a battu le record de la piste.
Mais c'est un peu trop tard parce que il restait 14 minutes à la course quand c'est arrivé sur une relance. On avait la bagnole pour remporter. C'est juste une question de temps. Je pense que l'équipe me donne une bonne voiture. On devrait être capable de gagner en prototype. On devrait être capable de remporter dans d'autres catégories. On a notre PR qui est là puis qui est préoccupé avec son cellulaire. Il parle. Il est en train de se taper d'autres entrevues. Et là, il se sauve du studio se met de le prendre en riant. Ouais, c'est ça. J'aimerais vous entendre les deux sur une facette que vous avez exploitée au cours des années, c'est-à-dire changer souvent de bolide, de type de bolide. Des fois, c'est du stock car, des fois, c'est de l'IndyCar. On s'entend, ça ne doit pas tout être pareil. Comment vous faites la transition? Est-ce que c'est compliqué un peu pour le coefficient de difficulté? Ben, je pense que Ray va être d'accord avec moi. Tu sais, quand tu es un pilote de course automobile, tourner un volant, c'est vraiment pas ça qui est la priorité. C'est vraiment quand tu t'assois dans ta voiture, tu t'imbibes de feeling de la voiture. Tu sais, on est les pilotes, on est vraiment sensibles par rapport à ce que la voiture fait. Tu sais, quand la voiture tourne pas ou quand la voiture glisse du derrière, c'est pas parce que tu le sens dans tes mains, c'est parce que tu le sens en dedans de toi que la voiture, elle a des réactions. Tu sais, c'est physique. Fait que quand tu changes de piste dans le même véhicule ou dans la même catégorie, c'est déjà une adaptation parce que les réglages sont différents, tout ça. Puis quand tu switches de voiture et de série et de piste, c'est comme pas mêlant, mais ça prend toujours quelques tours pour te remettre dans le beat. Tu sais. Quand j'ai parti d'Indianapolis, 2 jours après, je faisais des essais pour l'écurie Penske dans la Nationwide 22. Je te dis, ça m'a pris une couple de tours de me remettre dans le beat d'une voiture NASCAR par rapport à l'IndyCar que je venais de rouler pendant un mois de temps, tu sais. Fait que mais c'est un challenge. Puis cette année, pour moi, en tout cas, c'est le challenge que moi je me donne, puis c'est ça qui m'excite puis qui me tient tout le temps en haleine de week-end en week-end. Maintenant, on passe du côté de Vallée-Jonction, ça va se passer en fin de semaine. Est-ce que tu as entendu parler de la piste, un peu une piste qui est quand même relativement petite, première année pour le Canadian Tire 300? Ray a une bonne analogie au niveau de comment expliquer ça peut ressembler à quoi une course de NASCAR Canada sur le circuit de Vallée-Jonction. C'est ça, mais le circuit de Vallée-Jonction, l'avantage c'est que la piste est bankée, fait que ça donne un avantage quand on rentre dans les courbes, surtout qu'elle est très petite, de 0.25 000. Fait que ça nous permet de garder un momentum sur la vitesse, parce que quand on court sur des circuits, exemple comme à l'autodrome de Saint-Eustache, les courbes sont à plat. Fait que quand on rentre dans la courbe, il faut vraiment utiliser les freins au maximum pour ralentir la voiture. Puis là, on fait la courbe avec une vitesse qui est lente pour nous. Puis on est toujours en accélération. Fait que quand on rentre dans la courbe, on freine fort, on fait la courbe lentement. Fait qu'on fait un peu comme si on serait des dragsters. Tandis que l'avantage qu'on va retrouver à la piste ce week-end, c'est que les voitures, on va rentrer dans la courbe, oui, on va freiner, mais moins brusquement. Fait qu'on n'est pas obligé d'arrêter pratiquement la voiture pour prendre la courbe. Fait que le banking, qui est environ de 18 degrés, nous permet de garder une vitesse constante. Fait que c'est sûr qu'on va rouler plus vite qu'une piste qui est à plat. J'ai vécu l'expérience à Bristol, au Tennessee, qui est un demi-mille banké, exactement, mais en série NASCAR KNN. Puis le banking était à 33 degrés, puis on roulait sur le droit environ à 185 km/h. Puis quand on arrivait dans la courbe, si on arrêtait sur une piste à plat, on aurait ralenti peut-être à 90, tandis que là, à Bristol, on décélère juste pour dire qu'on lève un peu le pied sur l'accélérateur, on freine pas, puis on se laisse porter dans le mur parce qu'on monte vraiment sur un mur. Fait que c'est le mur qui retient la voiture sur l'asphalte, mais ça nous permet de garder une vitesse constante. Fait qu'on réduit peut-être de 15 km. Fait que dans le droit, on est à 185. Puis là, quand on fait la courbe, on la fait à 165. Bon, j'ai Alex qui a des niaiseries à côté de concentration radio. Est-ce que vous pensez justement que le fait que la piste soit comme ça va être favorable pour les dépassements ou c'est l'inverse? Ben sérieusement, qu'est-ce que je parlais avec Alex tantôt? Surtout que la piste est serrée, on va être une vingtaine de voitures.
Puis c'est sûr que tout le monde est là pour rouler puis aller en avant, puis on a tout le même but de gagner des positions. Fait que c'est sûr qu'au début, aux gens qui vont vouloir vivre cet événement-là ce week-end, ils sont bien mieux d'arriver au début parce qu'il va y avoir pas mal d'action. Puis ils vont voir des morceaux de voiture à revoler. Fait que c'est sûr que les pilotes prudents, ben c'est eux qui vont finir la course puis qui vont gagner des positions. Fait que les gars qui vont arriver, qui vont avoir une adrénaline super élevée puis ils vont rouler genre agressivement, ben ces gens-là, ils risquent de pas finir la course puis peut-être finir dans un mur puis que la voiture soit très endommagée puis qu'on se ramasse avec un rouge qui arrête la course au complet puis qui repartent après. Fait que ils vont faire un changement de pneus à 150 tours. Fait qu'on va avoir le droit de changer 2 pneus côté passager, même si on n'a pas de passager. Puis on fait un plein d'essence, ajustement de la suspension, mais on n'a pas le droit d'ouvrir les capots en avant pour aller jouer des moteurs. Puis après ça, on rembarque en piste, puis on refait un autre départ lancé avec une voiture de tête. Fait que c'est là que la course elle va se définir dans le fond. C'est dans les derniers 150 tours. Mais comme je te dis, c'est sûr que ça va être ceux qui vont être une course réfléchie, songée, prudemment, puis on va finir avec des bonnes positions. Moi, j'aimais mieux son explication d'une autre entrevue qui disait qu'il allait avoir... On avait dit qu'on n'en parlerait pas trop. Trop tard, vous avez commencé. Non, il dit, je pense qu'il va y avoir du ménage qui va se faire dans les premiers 150 tours, puis une fois que le ménage va être fait, ça va être plus propre. Là, on va courser. Dans le deuxième 150 tours. Mais, tu sais, pour répondre à ta question aussi, tu sais, les dépassements en course automobile se font quand ça rapporte beaucoup au réglage des voitures. Quand t'as une voiture qui est rapide, mais peut-être que elle détériore les pneus rapidement ou elle est moins bonne quand les pneus sont plus usés, tu vas le voir sur le long terme, tu sais, après 50 tours, 75 tours, 100 tours, il y a peut-être une voiture qui va s'en aller de reculons, tu sais, puis une autre voiture qui va être capable d'exploiter son potentiel parce qu'elle a une qualité sur des pneus qui sont un peu plus vieux. Fait que c'est à ce moment-là que tu vas avoir des dépassements. Puis c'est sûr que, tu sais, tu peux en avoir des dépassements où tu peux en forcer, tu sais, par mettre le nez dans du bumper de quelqu'un. Puis c'est ça que Ray mentionne surtout, c'est que quand il y a des pilotes agressifs puis qu'ils sont pas capables de se mettre dans un beat, tu sais, d'attendre à long terme, mais ils vont vouloir le faire tout de suite. Mais au début, quand tout le monde a des pneus neufs, même les carences ou les avantages ou les défauts des voitures ne se fait pas autant ressentir que quand tu as 100 tours sur ton train de pneus. Fait que, tu sais, quand tu veux dépasser après 25 tours, là, tu sais, ça pousse fort. Alors, je pense que Ray a raison dans le sens que les pilotes qui vont avoir un peu plus de patience, qui vont sentir leur voiture puis qui vont vouloir vraiment être là pour courser avec tous leurs morceaux dans les 150 derniers tours, c'est eux qui dans les premiers 150 vont être un peu plus patients. Il y a souvent des risques d'accident. J'ai déjà souvent entendu des pilotes mentionner que lorsque tu fais une course, des fois, il faut même que tu sois prêt à mourir, entre parenthèses, sur la route. Est-ce que ça arrive des fois que vous abordez une course et que vous savez, évidemment, ça risque toujours d'être dangereux là, à la vitesse que vos véhicules vont. C'est sûr que ça peut être dangereux. Est-ce que vous avez des rituels peut-être pour vous protéger, entre parenthèses, avant les courses? Êtes-vous un peu superstitieux là-dessus? Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai du budget. Puis le gars qui me sort, il est mieux de me sortir pour être sûr que je revienne pas. Parce que... tu vas l'attendre à la prochaine course? Ouais, parce que si les gens veulent commencer à jouer à ça, là, sont mieux d'avoir les poches pleines. Parce que moi, je suis pas le gars qui apprécie ça. Parce que le sport automobile, là, est pas assez vu comme n'importe quel sport. Tu sais, quand tu joues au hockey et tu couvres quelqu'un, le gars plus vite que toi, t'as toujours tendance à vouloir l'accrocher parce qu'il skate plus vite que toi. Au football, le gars qui est plus vite que toi comme receveur de passe, puis toi tu le surveilles, t'as toujours tendance à étirer le chandail, à faire de l'interférence de passe ou de l'obstruction. Puis c'est un pro, là, c'est la personne qui va résister à la tentation de ça quand t'es surveillé ou pas surveillé par quelqu'un qui est plus rapide que toi. Parce que la tentation de toujours, tu sais, passer à l'acte qui va te donner une pénalité. En course automobile, les pénalités,
arrive toujours trop tard parce que une fois que le pilote est sorti, même si tu as une pénalité, ça redonne pas des points ou des positions à la personne qui est dans le mur ou qui est spinée, tu comprends-tu? Et toi, tu continues ta course pendant ce temps-là. Exactement. Puis moi, c'est pour ça que je trouve que on le voit pas assez comme n'importe quel autre sport, mais quelqu'un qui pense que pousser puis sortir quelqu'un, c'est la façon de faire. Moi, je trouve que quelqu'un qui va se mettre à côté de toi, qui va vouloir prendre sa place puis qui va fighter pour la même pièce de tarte, j'ai plus de respect pour ça que quelqu'un qui se met le nez en dessous de ton bumper qui fait comme qu'est-ce que ma grand-mère pourrait faire, tu sais, puis ça enlève du spectacle au public aussi, tu sais, on l'a vu l'année passée ou il y a 2 ans, la fin de course entre Marcus Ambrose puis Brad Keselowski à Watkins Glen, où les 2 gars ont fini la course, mais c'était comme roue dans roue, puis c'était toute beauté, tu sais, puis c'est ça qu'il faut être capable de faire, d'après moi, quand tu arrives à ce niveau-là, plus que de passer à ce qui est tentant de faire pour tes fins, pour ton but, pour ta gloire, pour une position, c'est d'oublier l'éthique du sport automobile. C'est d'y aller pour la facilité. Exact. Ce qui m'amène avec ma prochaine question concernant les rivalités. Il y en a des rivalités dans le monde du sport. Tu vois déjà venir la question, j'ai l'impression de voir tes yeux ou pas loin. Andrew Ranger, évidemment, il y a une certaine... je sais pas pourquoi, là. Je connais pas les raisons, c'est d'ailleurs le pourquoi de la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Andrew? On dirait qu'il y a vraiment une rivalité. Est-ce que c'est le fait que vous êtes 2 vedettes québécoises dans le monde du sport automobile et que vous êtes un peu, comme je dis, les 2 vedettes, fait que tout le monde essaie d'avoir un peu sa partie du gâteau? Est-ce que c'est arrivé sur la piste? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine rivalité entre vous deux? Tu veux que je te réponde honnêtement? On veut toujours l'honnêteté, bien sûr. Correct? On veut l'honnêteté. Écoute, ça doit faire 5 ans qu'il m'a sorti au circuit Icar. Puis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 5 ans. Je perds pas des nuits de sommeil à cause de ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai tourné la page. Meilleur exemple, je me suis fait sortir il y a pas longtemps par Jacques en Nationwide. Oui. Puis, il restait 6 tours à la fin de la course. Je venais. Puis... je peux te dire qu'on a pris un petit verre après les 500 000 d'Indianapolis ensemble, puis on riait de ça. Andrew, il en parle. Je continue à en parler. Moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment pas l'incident qui cause cette rivalité-là. C'est le crémage qui rajoute. Ouais, c'est le crémage. Puis il aime ça en beurrer. Fait que... Mais tantôt, tu parlais justement, tu sais, s'il y en a un qui te rentre dedans, ouais. Watch out. Est-ce que Andrew Ranger, ça peut aller jusque-là des fois? Ouais, lui, il est sur ma liste. il a eu ses strikeouts, là, tu sais, comme au baseball, là, ouais, strike 1, strike 2, strike 3. À un moment donné, je veux dire, moi, j'ai pas remis la monnaie de la pièce. Je crois pas non plus à ça. Je prône pas ça. Je promouvois pas ça. Mais à un moment donné, je veux dire, quand tu as eu tes strikes, tu as eu tes chances, tu sais, joue pas avec le feu, là. Ouais. Tu sais, on a passé... tu sais, quand t'es la victime, tu te fais sortir, t'es pas content sur le coup, puis à un moment donné, tu tournes la page, puis c'est pas pendant que je suis au 500 000 d'Indianapolis en train de rouler à 375 km/h que je pense à la course d'Icar, là. Hein, non, c'est entre toi puis moi. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre, tu sais, tu peux pas continuer tout le temps à te faire sortir, puis pas remettre la monnaie de la pièce. Fait que, tu sais, si ça joue à ça, faut que la personne soit prête à aller au fond des choses. Moi, j'ai eu des rivalités avec des pilotes, puis j'ai eu aussi le même respect pour le même pilote avec qui j'ai eu des rivalités parce que il m'a prouvé qu'il est capable de passer, tu sais. Puis c'est une des choses qui, des fois dans la course automobile, ça me déçoit un peu parce que sur la même piste à Icar avec J.R. Fitzpatrick, on a eu une méchante bagarre de tous les temps pendant une 20aine de tours. On s'est passé, je sais pas, peut-être 2 fois par tour pendant 20 tours. Puis pas une égratignure sur la voiture. Puis Andrew se présente là, puis tout d'un coup, ça prend deux virages, puis pouf, la voiture est dans le mur, tu sais. Brisé, puis les coups qui sont rattachés à ça. Puis pourtant, c'était comme un Ontarien puis un Québécois qui se battait plus. avant. Fait que, y a-tu une plus grosse rivalité qu'un Québécois puis un Ontarien? Normalement, non. Nous, entre nous autres, on devrait pas se faire ça, tu sais. On devrait super se respecter. Fait que, c'est... ça, c'est ma philosophie, mais c'est pas tout le monde qui... ça prend toutes sortes de monde de faire un monde, c'est pas tout le monde qui l'accepte ou qui la partage. Mais comme je l'ai dit, moi ça me dérange pas, tu sais. Moi j'accepte n'importe qui, j'aime tout le monde.
Mais quand tu commences à jouer à ça, il faut que tu sois capable d'aller au fond des choses. Puis à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre. Demain, c'est les pratiques. À quel point, justement, les pratiques à l'Autodrome Chaudière vont être importantes pour se familiariser de un avec le circuit et surtout pour les ajustements du véhicule? C'est important. Comme je t'ai dit, il y a une grosse partie d'un circuit qui est adapter ton véhicule au circuit, l'apprendre, l'apprivoiser, te mettre à l'aise avec la voiture. Donc, avoir la possibilité de pouvoir faire un certain nombre de tours sur une piste que personne n'a roulé encore ou presque pas, c'est important pour un week-end de course. Parlant de week-end de course, les amateurs seront gâtés, selon tes dires, dans notre dernier entretien. Est-ce que tu peux peut-être répéter un peu à qu'est-ce qu'auront droit les amateurs? Ben écoute, Ray a mentionné une partie technique de la piste. Quand tu as une piste avec l'inclinaison, ça garde une certaine vitesse. Donc pour le spectacle, puis pour un amateur qui vient voir des courses, de toujours garder la vitesse des voitures élevée sur la piste, c'est plus attrayant, tu sais, que toujours voir des voitures freiner, réaccélérer. Donc la piste se porte à ça. D'après moi, il va y avoir un spectacle dans la course parce que la piste est très serrée, puis tu mets 20 voitures sur une piste d'un quart de mille, ça va de soi, il va y avoir un show. Puis nous, de notre côté, ben on est arrivé ici, on débarque avec tout notre équipement pour faire en sorte qu'on ait une bonne interaction avec le public qui vienne supporter l'événement. On a une NASCAR 2 places, on a investi dans une NASCAR 2 places. Les gens qui passent dans notre kiosque de linge, qui achètent soit une casquette ou un t-shirt, peuvent avoir la chance de gagner un tour dans la NASCAR 2 places sur la piste. Et on a une unité de pit stop challenge où les gens peuvent compétitionner et puis montrer leur talent à changer un pneu. Et puis à toutes les 2 heures de la journée, on va remettre des prix aux gens qui ont le meilleur temps. Donc, ça nous donne une opportunité de leur dire merci d'être venus parce qu'on leur donne quelque chose à faire, puis ils peuvent s'amuser, puis des prix à gagner de la part de nos commanditaires. Avec toute l'expérience que vous avez les deux en course automobile, il y a encore un petit quelque chose, un petit pétillement avant chaque course? Tout le temps. Tout le temps. Ça va toujours rester. C'est une passion qui continue d'être allumée à chaque fois? Ouais. C'est pas la nervosité ou c'est pas le stress ou l'anxiété. C'est vraiment parce que probablement ce que tu fais, t'aimes. T'aimes au point que quand tu t'apprêtes à embarquer dans l'auto puis à conduire, t'as un moment de juste comme, tu sais, wow, j'apprécie d'être ici. Je suis vraiment content de pouvoir performer, de pouvoir conduire une voiture de course. Tu sais, moi en tout cas, c'est mon feeling. C'est ça, dans le fond, c'est toute l'adrénaline qu'on va chercher, l'émotion, voir les gens qui sont passionnés, qui viennent nous voir, qui discutent avec nous, qui nous posent des questions, les petits-enfants qui viennent aux voitures, il y en a même qui nous serrent dans leurs bras, ils ne nous connaissent même pas, là, puis c'est l'image, dans le fond, qu'on dégage avec nos voitures, les commanditaires, puis il y a plein de petits-enfants qui veulent s'asseoir dans les voitures, fait que souvent, si on a du temps, ben, on leur permet de s'asseoir sur le siège du pilote, fait qu'on leur fait vivre un rêve que plusieurs enfants voudraient vivre, fait que ceux qui viennent, puis que ça arrive qu'on a le temps, puis qu'on n'est pas en train de faire des ajustements, ben, on peut faire vivre une chose comme ça à des enfants, mais c'est sûr que c'est vraiment intéressant, fait que c'est l'ensemble combiné de toutes ces émotions-là, puis c'est ça qui fait que la passion est tout le temps là. On invite les gens à aller vous voir du côté de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, c'est samedi. Ça va rouler, puis c'est le cas de le dire. Ça va être un méchant bon show. Et voilà. Hey, merci les gars d'être passés en studio. Oui, vas-y. Ouais, c'est ça. On aimerait ça. On va signer, autographier une casquette. Fait qu'on aimerait ça la faire tirer. Fait qu'on... Est-ce qu'on peut faire ça? Ben oui, bien sûr. Avec plaisir. Bien sûr, regarde, on va prendre les numéros de téléphone. Simplement, nous nommer un des deux pilotes. C'est assez facile. 25 minutes qu'on change avec eux autres. On va prendre une ligne au hasard, tiens. Ah bon, c'est la bonne. On devrait prendre le 2e et le 9e appel pour 2 casquettes numéro 29 de la voiture de Ray Courtemanche. Oh. Puis ça a l'air que la casquette aussi va passer. Hein? Ouais. Tu t'en tireras pas, Alex. Hey, merci les gars d'être venus avec nous autres. Dans le fond, on prend les appels en dehors des zones et on redit les gagnants dans quelques instants. Et voilà.